Donc d'abord, je me présente quand même parce que je suis pas sûr que tout le monde ait mon visage bien en tête, même si ma photo apparaît régulièrement sur notre magazine La Lettre. Donc je suis Hubert Prévost, je suis donc le président de votre mutuelle depuis maintenant 3 ans. Et ce qui m'importe avant tout, c'est le futur de la mutuelle. Hein. C'est vraiment mon souci. Vous savez que cette année, c'est une année élective, je me représente comme ça, et mon seul message, c'est en dehors naturellement des valeurs traditionnelles que nous partageons, hein, à la fois d'équilibre financier, à la fois du maintien des solidarités que nous mettons en place, c'est aussi bien voir le futur de la mutuelle. Je suis là, je dirais, je suis un petit peu là garant pour vous de ce point de vue. Donc, c'est une assemblée générale qui comporte 2 volets. Un volet traditionnel, bon, sur lequel, ce qui va être la première partie, qui correspond à l'assemblée générale, je dirais, ordinaire de chaque année, qui n'est pas si ordinaire que ça dans la mesure où les résultats 2020 sont atypiques, au sens où l'année 2020 a été atypique avec la crise du Covid. On va vous relater quel était l'impact pour notre mutuelle. Et donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi pour nous une année élective, puisque 5 administrateurs sont en fin de mandat, dont le mien, on va le dire clairement, et pour lequel il y a 5 candidats. Donc, je suis désolé, mais si on avait eu 6, eh ben, on aurait mis les 6 candidats. Mais malheureusement, ça fait peut-être partie d'un petit problème sur le futur, c'est qu'il n'y a que 5 candidatures. Et pour cette réunion, j'ai invité 2 personnes que je vais demander de se présenter. C'est Gilles Barrière, qui est le président de la mutuelle Ibameo, et Jean-Claude Blanc, qui est le vice-président de la mutuelle, avec lequel je reviendrai aussi. Nous avons énormément travaillé pour construire ce projet de nouvelle mutuelle de rapprochement entre la MMEI et Ibameo. Vous le prenez dans un sens ou dans l'autre. Après, je vous expliquerai pourquoi on peut vraiment prendre dans un sens comme dans l'autre. Voilà, donc Gilles et Jean-Claude, est-ce que vous pouvez juste vous présenter quoi, pour ne pas laisser les gens quand même en disant mais qui sont ces deux-là? Et voilà, et puis après on commence, je dirais, dans le vif du sujet. Bien, voilà, je démarre et puis je passerai la parole à Jean-Claude. Gilles Barrière, donc je suis retraité comme un certain nombre d'entre nous. Je suis président de la mutuelle Ibameo depuis 2015 et je dirais on a beaucoup travaillé avec Hubert. On a démarré en février de l'année dernière, je crois, notre première rencontre. Et 1 an et demi de boulot. Et si j'avais su, je n'aurais pas signé au début, hein, parce que ça nous a coûté beaucoup de temps. Voilà, mais ceci dit, je crois que c'est bien pour nous. On y reviendra tout à l'heure, donc je ne m'avance pas plus sur le sujet. Je passe la parole à Jean-Claude. Bon, moi, de mon côté, je ne vais pas revenir sur ma carrière qui s'est faite essentiellement chez IBM. Lors du passage à la retraite, j'ai décidé de m'investir dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, à commencer par la mutuelle qu'on appelait la mutuelle du personnel IBM à l'époque, dont j'étais trésorier, sachant que depuis, je suis vice-président aux côtés de Gilles. Un point à préciser peut-être, c'est que je me suis pas mal investi du côté de l'Union nationale des mutuelles d'entreprise, dont était adhérente MMEI, et j'étais vice-président de l'Union nationale des mutuelles d'entreprise, et depuis donc une quinzaine d'années, on discutait régulièrement avec MMEI, et à l'époque avec une personne que certains doivent connaître, Jackie Miller, où on se disait qu'il y avait certainement quelque chose à faire entre nos 2 mutuelles
tant les points communs étaient nombreux. Voilà. Aujourd'hui, ce que je peux rajouter, c'est qu'en tant que vice-président, je suis l'administrateur référent en matière de développement de notre mutuelle. Ok, merci Gilles, merci Jean-Claude. Et donc, Séverine, je vous propose de mettre le diaporama en ligne. Voilà. Ok, voilà. Donc, Séverine, vous passez. Donc, là, on va se focaliser pendant une demi-heure sur, je dirais, l'aspect traditionnel de la vie de notre mutuelle sur 2020. Et donc, en première chose, c'est un retour sur l'Assemblée générale de 2020, qui déjà avait quelque chose de particulier, en ce sens que déjà nous l'avons décalé de juin à septembre, dans le cadre de la crise de Covid, et d'ailleurs, nous l'avons fait de la même façon en visioconférence. Donc, à cette Assemblée générale, globalement, nous avons eu un relativement bon taux de réponse par rapport, si je puis dire, à ce que d'autres mutuelles peuvent nous rapporter, puisque pratiquement la moitié des adhérents ont répondu, alors que nous avons fait qu'une faible relance. Et cette petite moitié nous a permis de passer du premier tour, puisque nous n'avions pas de modification de statut à présenter, et donc le quorum de 25% suffisait. Donc ça s'est bien passé. Vous voyez qu'au niveau des oui, il n'y a pas eu de problème et il n'y a pas eu aucune résolution a été inférieure à 90%. Juste deux choses quand même qui sont importantes, c'est que nous avons recomplété le conseil d'administration au travers de cooptation, sachant que nous avions eu pendant l'année 2019-2020, deuxième semestre 2019 ou premier semestre 2020, et deux démissions d'administrateurs pour des motifs personnels. Voilà. Donc, le conseil d'administration actuel, il est bien de 15 administrateurs. Donc, ce qui est une bonne chose, je dirais, puisque ça correspond à nos statuts, même si on les a modifiés. Moi, je préfère avoir 15 administrateurs que 12, hein, je vous le dis clairement. Voilà, donc ça c'est le petit retour que je peux vous faire sur l'Assemblée générale de 2020. On ne va pas s'y attarder. Et je préfère revenir sur 2020, qui a été une année un petit peu exceptionnelle, puisque impactée par la crise mondiale de ce Covid. Donc, avec des effets très divers. D'abord, c'est globalement un arrêt des soins pratiquement total, en dehors d'urgence ou de situations similaires pendant les mois, on va dire, du 15 mars au 15 mai, hein, pratiquement, il n'y avait plus que les urgences qui fonctionnaient. Et donc, avec des effets reports qui venaient pas, etc. et tout. Donc, en global, sur l'année 2020, on a eu une baisse relativement conséquente des prestations. Une baisse de 9%, on va dire, globalement. Alors, par rapport à cette situation, il est là où on était, nous-mêmes, nous avons été surpris. Hein. Quand je dis à mi-mars, il y a eu cette opération du confinement, et notre organisation, la MMEI, en tant que mutuelle, elle devait continuer à fonctionner. Et là, vraiment, tout s'est bien organisé, je dirais, tant chez nous-mêmes, avec, je dirais, sous l'autorité de Séverine, notre nouvelle directrice générale. Donc, puisqu'on est passé d'un mode bureau à un mode télétravail, bon, ce qui n'est pas forcément évident, et de la même façon, notre prestataire s'est parfaitement adapté à la situation. Je ne dis pas qu'il y a peut-être eu un ou deux dossiers qui ont pu traîner par rapport au courrier notamment, parce que le courrier marchait notamment très très mal. Mais globalement, la mutuelle a parfaitement continué à fonctionner. Une situation à laquelle
qu'on n'avait jamais envisagé, si je puis dire, dans tous les scénarios. Je ne sais pas si beaucoup de mutuelles avaient anticipé un tel phénomène. Donc, très vite, on a réagi, on a vu que c'était sérieux et on s'est dit, on va être, quelque part, on va dégager des excédents, en sens que les prestations vont être inférieures, voire très inférieures à celles constatées et sur lesquelles les cotisations avaient été budgétées. Donc, on a commencé à faire cette opération très spécifique, si je puis dire, de réduction des cotisations de 10 € par personne cotisante, qui a été mise en œuvre, donc, je crois, pour la première fois, je ne sais plus si c'est en juin, en juillet, peu importe, et puis une deuxième fois en septembre, et puis une troisième fois en décembre. Donc, c'est bien que chaque cotisant, je dirais, s'est vu attribuer 30 € de réduction. Mais là aussi, nous étions dans le brouillard, on ne savait pas, tout le monde nous parlait d'effets report dans tous les sens. Franchement, tout a été écrit et dit. On est resté très serein par rapport à ça. Et on a mis cette petite mesure en œuvre et qui, quand même, a un impact de 360 000 €, 360 000 €, c'est ça, sur l'année. Bon, c'est une petite mesure, mais on est content de le faire et à ma connaissance, on est une des rares mutuelles à l'avoir fait, si ce n'est la seule. La deuxième chose, c'est par rapport à cette situation de déficit, enfin de diminution des prestations, c'est le gouvernement nous a demandé de participer aux efforts qu'avait fait la CNAM. Effectivement, la CNAM a tout pris en charge par rapport au Covid. Vraiment, là, ce sont des milliards et des milliards qui ont été pris. Donc, je ne parlerai pas de taxes, parce que je trouve que quelque part, il y a vraiment quelque chose de solidarité qu'on pouvait apporter à l'assurance maladie. Vous voyez, tous les tests qui sont aujourd'hui en France sont gratuits. Globalement, en Europe, un test PSR, c'est 120, 130 €. Chez nous, c'est gratuit. Vraiment, c'est extraordinaire. En dehors des situations graves de réanimation, globalement, la CNAM a tout pris en charge. Et donc, elle nous a demandé je dirais, de participer à la réduction de son déficit à hauteur de 4% de nos cotisations, à peu de choses près, qui correspond à une contribution de 500 000 € pour la mutuelle. Et là, on peut être fier, si vous voulez, la tête haute, de participer à cette opération. Notre prestataire actuel, donc Harmonie Mutuelle, a changé un petit peu les règles du jeu par rapport à ses frais de gestion, en sens que autrefois, il s'appuyait sur un article fiscal qui les obligeait pas à nous taxer la TVA, et aujourd'hui, ils nous taxent de TVA. C'est pas négligeable, c'est plus de 100 000 €. Et donc, en dehors de, si on n'avait pas eu cette TVA, nos frais de fonctionnement auraient été en dessous de 12%. Mais peu importe, mais ce qui nous apporte, j'y reviendrai aussi là-dessus, c'est partie de nos exigences communes avec Ibameo, c'est d'avoir des frais de fonctionnement excessivement contenus, aux alentours de 12%. Et ces frais de fonctionnement doivent nous permettre non seulement de survivre, mais de vivre. Et vivre, ça veut dire de développer nos activités. Enfin, donc, l'effet combiné de tout cela, ça nous donne un résultat technique, donc avant produit financier, de 161 000 €. Et voilà, donc, qui est supérieur, si je puis dire, à nos estimations budgétaires, dans la mesure où on prévoyait un résultat global net après produit financier juste à l'équilibre.
Donc, on peut passer au slide suivant, Séverine. Voilà le compte d'exploitation synthétique rapide. Donc, juste une remarque sur les cotisations. Vous avez pratiquement, il n'y a aucune variation entre 2019 et 2020. Et cela est dû, c'est que la diminution du nombre du portefeuille d'adhérents et de personnes protégées a été compensé, si je peux dire, par les augmentations subies. Hein. Donc, même chose sur les prestations, là, vous voyez moins 11%, mais c'est moins 9% par rapport, je dirais, aux prestations et moins 2% par rapport au nombre de personnes ayant eu recours aux prestations. Bon, les frais de gestion, plus 5%, ça c'est vraiment marginal, mais ça s'explique surtout par la TVA. Autres charges techniques, ce sont des choses diverses et variées, et si bien que là, on a, vous voyez, un résultat technique de 161 000 €. Et des produits de placement, toujours en ligne avec ce qu'on a généralement, donc un peu plus de 300 000 €. Et qui, bon, globalement, ça représente pas loin de 3% des cotisations. Hein, 3% des cotisations, si je puis dire, sont en fait, peuvent être financées, peuvent être par ces produits. Bon, étant bénéficiaires, excédentaires, non pas bénéficiaires, mais excédentaires, donc 100 000 €, là aussi, on contribue, si je puis dire, à la solidarité nationale. Et on se retrouve donc avec un résultat d'exercice positif de 300 000 €. Alors, que deviennent ces 300 000 €? Est-ce qu'ils partent dans la nature? Rassurez-vous, ces 300 000 €, ils sont bien comptabilisés dans les comptes. C'est votre trésor de guerre, hein, c'est notre trésor de guerre. Donc, il s'additionne aujourd'hui aux réserves précédentes, si bien qu'aujourd'hui, nous avons globalement, en fonds propres, donc vraiment ce qui appartient à la mutuelle, un montant de 11 500 000 €. Alors, vous me direz, c'est énorme. Eh bien, c'est important. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas important, hein, mais c'est cela qui nous permet d'avoir un bon respect de solvabilité. Notre solvabilité assurantiel est un peu plus bas, mais nous sommes dans la moyenne des mutuelles. Eh bien, ces réserves, elles peuvent nous servir notamment en cas de coup dur, d'une manière ou d'une autre. D'abord, je dirais qu'il y a deux éléments essentiels de risque qui se présentent à nous. C'est d'une part le risque santé. Alors, vous me direz aujourd'hui, mais on a bien vu le Covid, finalement, on a eu des effets positifs par rapport au Covid. Oui, cette année, enfin en 2020, le gouvernement a décidé de tout prendre en charge. Ils auraient pu très bien prendre une position différente. Dans certains pays, des choses sont très différentes. Bon, je vous ai parlé des tests PCR, etc. et tout, mais même sur les autres frais, etc. et tout, les choses auraient pu être très différentes. Et on a un risque santé qui est calculé en termes de gestion des risques de manière importante, qui fait partie de la première chose. La deuxième chose, c'est ce trésor de guerre, eh ben, il se traduit par, je vais vous dire, une gestion excessivement de pères de famille en termes de, nous avons des obligations, nous avons assez peu d'actions, et nous avons un tout petit peu d'immobilier, donc nous essayons de gérer ça, je dirais, de la manière la plus prudente possible. Bon, et pour tirer justement quelques avantages qui viennent en diminution de vos cotisations. Donc, il n'y a aucune raison de chercher à augmenter ces fonds propres, si je puis dire.
Ça n'a pas de sens pour moi de vouloir augmenter pour augmenter les fonds propres, mais ça n'a pas de sens non plus de vouloir les diminuer par rapport au risque et par rapport à la moyenne des mutuelles, je vous dis, qui se trouve aux alentours de 250%. Donc, rassurez-vous, les excédents, ils partent pas comme ça en fumée dans le ciel, etc. et tout. Ils sont bien comptabilisés et bien gardés. Hein. C'est votre richesse, hein. C'est la nôtre. Voilà pour cette partie-là. Je voulais revenir aussi sur un point particulier sur lequel nous communiquons assez peu, c'est ce fameux budget, et non seulement ce budget, mais les dépenses que nous accordons au titre des secours exceptionnels et des prêts d'entraide. Donc, au niveau de chaque année, vous votez, vous acceptez que l'on consacre un budget global de 60 000 euros pour ces deux postes-là. Et je voulais faire un retour sur qu'est-ce qu'on faisait avec ce budget. Bon, d'abord, la première chose, c'est que ce budget, on ne l'a pas dépensé. On ne l'a pas dépensé, c'est pas parce qu'on n'a pas voulu le dépenser, hein, c'est parce que nous avons 3 commissions qui ont pouvoir, je puis dire, d'accorder des secours exceptionnels ou des prêts d'entraide. Et avec beaucoup de sérieux, je peux vous dire, parce que j'ai assisté à plusieurs de ces réunions, les dossiers sont étudiés par rapport, je dirais, au sérieux, par rapport au caractère exceptionnel, par rapport à vraiment la détresse. Bon, le terme peut exister, hein, de certains de nos adhérents. Donc, en 2020, voilà, en 2020, pour vous situer un petit peu, il y a eu une transformation qui a été faite par rapport à un couple qui était en très grosse difficulté pour les aider à l'installation d'un nombre de personnes. Voilà, de 5 000 euros. À ma connaissance, c'est le plus gros secours exceptionnel qui ait jamais été consenti. Et la deuxième chose, enfin, il y a eu deux autres points aussi. C'est un premier, puis de 1 500 euros, qui était une participation pour l'aménagement d'un véhicule d'une personne qui est devenue handicapée, et donc pour lui donner un peu d'autonomie. Et ça, c'est très important, hein, pouvoir donner de l'autonomie aux gens. Et nous avons anticipé à hauteur de 1 500 euros l'aménagement de ce véhicule. Voilà, je reviens sur la présentation. Il participe à des aides, des appareils auditifs. Là aussi, on n'était pas encore dans le 100% santé. Donc, il y avait des personnes qui ont eu besoin d'aide pour des appareils auditifs. Il y a eu aussi un même dossier, je ne sais plus combien, mais ça dépassait 1 000 euros, où nous avons participé, je dirais, à un équipement très spécial pour une personne qui avait des problèmes majeurs de vision et sur lesquels il a fallu les équiper de loupes électroniques. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ces budgets, d'abord, ils ne sont pas dépensés à tort et à travers. Ce sont des 3 commissions qui sont excessivement sérieuses, qui analysent bien les situations, qui demandent un certain nombre de pièces pour bien s'assurer de la sincérité des choses, et tout se passe bien. Donc, c'est vraiment des situations difficiles. Et bon, je crois qu'on peut avoir la tête haute par rapport à pouvoir distribuer ce type d'aide. Et donc, pour 2021, nous demandons aussi de la même façon la reconduction d'aide pour les secours et de 40 000 euros et pour les prêts de 20 000 euros. Voilà pour 2020. Pour 2021, et donc qui est soumis à votre AG, c'est la reconduction c'est pas la reconduction, c'est les élections
du tiers de vos administrateurs au conseil d'administration et des élus des sections locales. Donc, pour le conseil d'administration, le tiers des postes à pourvoir, c'est 5 postes à pourvoir. 5 candidatures se sont présentées, enfin 5 candidats se sont présentés, dont 3 en renouvellement, Jacques Lapouge, Michel Salvi et moi-même, et puis 2 nouveaux administrateurs qui viennent d'Angers et Belfort. Voilà pour cette partie conseil d'administration. Et pour donc les sections locales d'Angers, il y a deux nouveaux candidats, M. Boucher et M. Dissart. Et pour la section de Belfort, 3 candidats, dont Michel Salvi. Voilà, donc il n'y a pas plus de candidats, donc voilà. C'est une difficulté, hein, je vous l'ai écrit. Il y a 4 ans, il y avait, au niveau du conseil d'administration, il y avait 17 candidats pour 5 postes. Et il y a 2 ans, il y avait 9 candidats pour 5 postes. Aujourd'hui, il y a 5 candidats pour 5 postes. Bon. Vous voyez qu'il y a quand même une évolution sur laquelle il faut bien regarder ce que ça peut donner par rapport au futur de la mutuelle. Voilà pour 2020. Et en 2020 aussi, ce qu'on a pris conscience, c'est que nous, au niveau du conseil d'administration, ça nous était indispensable d'avoir votre retour sur votre appréciation sur la mutuelle dans ses différentes composantes, si vous étiez satisfait ou pas. Donc, une enquête de satisfaction adhérent. Donc, on s'est adressé à un organisme professionnel, hein, c'est pas du tout, et puis donc qui ont fait ça dans les règles de l'art, hein, par rapport aux quotas, hein, par rapport aux tranches d'âge, par rapport aux garanties, et tout ça, ça a été fait par cette. Je vais laisser Séverine vous commenter un certain nombre d'indicateurs sur le retour justement de cette enquête. Hein. Séverine, c'est à vous. Merci, Hubert. Donc, effectivement, la MMUI avait déjà fait, en fait, en début 2020, une petite enquête flash, mais pas du tout du même ordre, puisqu'il y avait une quarantaine d'entretiens téléphoniques qui avaient été réalisés. On avait capté l'intérêt de ce genre d'enquête, puisqu'on avait recueilli des informations intéressantes. On s'était aussi déjà rendu compte que nos adhérents étaient quand même assez contents du service qu'on leur apportait. Mais Hubert a raison, c'était quand même important d'avoir un détail plus fin et puis quelque chose de beaucoup plus riche que ce qu'on avait fait très rapidement l'année dernière. Donc là, au mois de janvier, on a confié cette étude à un organisme effectivement spécialisé qui en plus travaille beaucoup pour le monde des mutuelles ou plus généralement des complémentaires santé. Et donc, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, ils avaient comme ça des références par rapport aux questions qui étaient posées. Donc, vous allez voir au fur et à mesure des quelques retours là que l'on peut faire, on a la comparaison avec nos concurrents en quelque sorte. Le panel qui a été retenu est un panel de 300 adhérents sur nos 9000, un peu moins de 9500. Et comme le disait Hubert, l'échantillon était très représentatif. Ils ont travaillé énormément pour faire une enquête auprès de personnes qui représentent vraiment notre portefeuille en termes d'âge, de localisation géographique, de garantie couverte. Voilà. Donc, cette enquête s'est déroulée en donc, vous le voyez, là, ce sont les deux indicateurs principaux, sachant qu'il y a énormément d'indicateurs qui ont été sortis de cette étude, mais ça, ce sont les deux plus importants, on va dire, qui indiquent d'une part la satisfaction des adhérents et d'autre part leur intention de renouveler le contrat. Donc, sur la partie gauche, vous avez ce petit schéma qui montre un 97% de satisfaction globale, puisqu'en fait, les adhérents interrogés ont pu noter sur 10 la satisfaction qu'ils avaient de la MMEI. Donc, vous voyez, c'est vraiment un chiffre qui est très bon et très élevé.
D'autant que quand on le compare aux autres mutuelles, il manque d'ailleurs il manque un S, je le vois, mais il est quand même bien meilleur, on est 12% au-dessus des concurrents, ce qui est quand même vraiment très significatif. Le second indicateur important est celui en fait de la fidélisation de notre portefeuille, c'est-à-dire de l'intention de rester dans les contrats ou au sein en tout cas de la MMEI pour l'année suivante. Et là, vous le voyez également, le taux est très élevé, il est également de 97%. Et là, si on compare avec les autres mutuelles, avec les concurrents, bah, l'écart est un petit peu moins important, mais quand même, hein, les autres mutuelles étant plutôt à 90%. Donc, effectivement, c'est important et puis c'est rassurant pour nous. Alors, il faut évidemment aller au-delà de ces indicateurs génériques et puis comprendre un petit peu sur tous les aspects de votre lien à la mutuelle, ce qui peut vous satisfaire ou éventuellement ne pas satisfaire, parce que l'objectif, c'était également d'identifier d'éventuelles voies d'amélioration. Voilà. Alors, évidemment, on ne va pas vous présenter ici l'ensemble des indicateurs qui sont ressortis de cette enquête, ce serait beaucoup trop long, mais on en a détaillé de deux types. Tout ce qui va concerner la vie du contrat, en quelque sorte, et votre lien à la mutuelle sur ces sujets-là. Et la planche qui suit, ce sera sur les prestations. Donc là, vous voyez les différents items qui sont représentés. Donc, on est sur les délais d'envoi de la carte tiers payant, la clarté de vos appels de cotisation, aussi également les prestations qui sont prises en charge par votre garantie, et puis surtout, globalement, les niveaux d'information ou la clarté des informations qui vous sont remontées. Et puis enfin, tout à droite, sur le lien, enfin, ou le ratio, on va dire, entre le remboursement ou les prestations et les cotisations. Donc, vous voyez sur toute la partie gauche de la présentation, les chiffres sont vraiment très, très bons. Donc, ça veut dire que dans la compréhension des contrats, des documents que l'on vous transmet, ce genre de choses, tout se passe très bien. On est à un niveau de satisfaction globalement d'au moins 90% et jusqu'à 97%. Et on voit en comparaison avec le benchmark, alors on n'a pas pour tous les items des points de comparaison chez nos concurrents, mais à chaque fois qu'on en a, on voit qu'ils sont quand même assez nettement en dessous. Là où le bas blesse un petit peu, si je peux dire, on voit apparaître un indicateur en couleur un petit peu moins favorable, en couleur rouge, mais qui reste quand même à 79% de satisfaction. C'est quand même pas négligeable. C'est le rapport entre la cotisation et la couverture. Mais quelque part, ce n'est pas forcément surprenant. C'est-à-dire que je pense que du point de vue de l'adhérent, même si nous, on sait qu'on fait au mieux pour avoir un équilibre le plus juste possible entre la cotisation et les garanties, du point de vue de l'adhérent, il y a peut-être toujours une légère insatisfaction sur moi, j'aimerais être un peu mieux remboursé encore ou payer encore un petit peu moins cher. Alors, ça nous apparaît en rouge parce que nos autres indicateurs sont vraiment excellents. Mais si on compare au benchmark et aux autres mutuelles, là, sur l'espèce de petite autoroute qui apparaît en dessous, on voit que chez les concurrents, on est davantage à 58%. Donc là, on est à 20 points d'écart. Je pense qu'on peut quand même être satisfait, même si évidemment, ce sont quelque part des warnings ou des choses sur lesquelles notre attention est attirée, sur lesquelles on est bien sûr vigilant. Et si on regarde le dernier slide qui concerne le remboursement et les prestations, donc on est là sur les questions de délai de remboursement, là encore de clarté des documents envoyés, mais cette fois qui concerne les remboursements, la fréquence, les moyens utilisés, etc. Donc là, on est sur un niveau de satisfaction qui est vraiment très élevé, entre 90 et 95%, avec un benchmark, c'est-à-dire avec une comparaison avec nos concurrents, qui fait apparaître un écart moindre, mais quand même pas loin d'une dizaine de points. Donc, ça veut dire que toutes les étapes du parcours de remboursement sont très bien vécues de la part de nos adhérents. Et c'est globalement ce qui explique le taux de satisfaction et le taux surtout de fidélisation qu'on observe. C'est vrai qu'on a un portefeuille qui est vraiment très, très fidèle. Et donc, tous ces éléments nous permettent de comprendre pourquoi justement vous êtes fidèle. Et alors, on n'a effectivement pas repris tous les indicateurs. Il n'y avait qu'un point en dehors du rapport prestation-cotisation qui est apparu précédemment. Un point à améliorer qui est celui parfois des demandes d'informations ponctuelles ou très spécifiques où nos délais de réponse sont apparus comme un peu longs. Donc là aussi, c'est un point de vigilance qu'on retient et sur lequel on fait un effort d'amélioration. Mais au global, vraiment, c'était une enquête qui nous a permis d'être très rassurés sur la perception que vous avez de la MMEI. Je vous redonne la parole, Hubert. Voilà, écoutez, je reprends la parole, si vous m'entendez. Et donc, on va pouvoir passer à la deuxième partie.
Alors, naturellement, cette satisfaction, ben, écoutez, ça fait partie de nos actifs, hein, et il est évident que cette enquête, je l'ai transmise naturellement en son temps, enfin, les résultats d'enquête en son temps à nos amis d'Ibabeo, et qui travaille d'ailleurs avec ce même cabinet INIT, hein, donc qui est vraiment un bon cabinet, puisqu'aujourd'hui on travaille encore avec eux. Et, c'est un souci pour nous, partagé, mais ça, bon, vous allez le comprendre, de la satisfaction adhérents. Hein. C'est vraiment quelque chose sur lequel, je dirais, il n'y a pas de négociation possible, c'est la satisfaction adhérent. Voilà, donc dans ce cadre-là, voilà, j'ouvre notre séquence sur le projet de fusion entre la MMUI et l'IBAMEO. Alors, en 2021, c'est quoi la MMUI? J'aurais pu noircir la page, hein, mettre des tas de choses, etc. et tout. J'ai pris seulement trois choses qui me paraissaient essentielles par rapport à une mutuelle. Ben, c'est une mutuelle avec des valeurs fortes en termes de solidarité. Hein, je dirais dans le désordre intergénérationnel, enfin par rapport, pas d'augmentation chez nous à partir de 65 ans, hein, pour la MMEI, c'est des réductions conséquentes par rapport aux enfants, c'est des réductions conséquentes par rapport aux handicapés, et c'est des cotisations liées aux revenus. Donc un certain nombre de choses excessivement fortes sur lesquelles qui nous inspirent tous les jours. Hein. Si je peux dire, bon, vous avez vu l'opération que nous avons fait en 2020 sur l'opération dite masque, là, 10 € de cotisation billet par 3 sur toutes les cotisations. Voilà, la solidarité pour nous, c'est pas un terme, ce sont des actes. Hein. C'est vraiment, ça se traduit par vraiment par des choses. Hein. C'est notre mutuelle. Hein. Je ne dis pas que les autres mutuelles, qu'il n'y a pas un ensemble de mutuelles qui n'ont pas ces solidarités, mais le mot est quelquefois galvaudé. Hein. Il faut quand même bien le dire. Chez nous, ça se traduit vraiment par de la réalité. Ce n'est pas par du discours, mais par de la réalité. C'est une mutuelle qui bénéficie d'un bon ratio de solvabilité, en sens que globalement, nous équilibrons nos comptes, c'est-à-dire que vraiment les cotisations sont à hauteur des prestations plus des frais de gestion, hein, on va le dire pour simplifier le compte d'exploitation. Hein, on essaie vraiment d'être en ayant suffisamment de réserves pour faire face aux coups durs qui peuvent exister. Hein. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, c'est une mutuelle, et ben, vous voyez bien, qui donne satisfaction aux adhérents. C'est quand même je vais vous dire, pour le conseil d'administration, c'est une satisfaction de savoir que nos adhérents sont satisfaits. Bon, il y a encore quelques points pour le délai de réponse sur lequel je me suis astreint personnellement à répondre très vite à toutes les demandes d'adhérents. J'ai motivé Séverine pour que l'ensemble du personnel de la mutuelle participe à cet objectif, et nous avons renforcé la demande par rapport à Harmonie Mutuelle pour améliorer ce délai. Mais c'est quelque chose de constant. Hein. Bon, je ne vous rappelle pas l'histoire de qualité qu'on avait eue en son temps chez Bull, hein, mais la satisfaction client, c'est vraiment quelque chose, je peux vous dire, qui me tienne à cœur et sur lequel nous verrons par rapport au futur. Et sachez que quand même, je le dis tout de suite, IBMAO procède de la même manière à une enquête annuelle de satisfaction de ses adhérents, et je crois que c'est la meilleure manière de savoir si on progresse, ce qui est le but, ou si éventuellement, pour une raison ou pour une autre, on se dégrade. Hein, ça peuvent être des accidents qui peuvent se produire.
On ne les cherche pas, mais et c'est pour ça qu'il faut les identifier au plus vite. Voilà, la MMI, ben voilà, c'est bien, hein. Mais il y a un petit mais, et c'est pas un petit, c'est un gros mais. Il y a quelques problèmes. Et notre problème, c'est la situation de notre portefeuille. Donc, le portefeuille des adhérents. Eh bien, j'ai repris les statistiques de personnes protégées depuis 2015 et globalement, nous perdons 2% de personnes protégées par an, malgré les efforts que nous faisons pour faire un petit développement. Bon, autrement, ça serait plutôt 3 ou 4%. Voilà. Donc, nous sommes en décroissance régulière. Bon, qui, quelque part, ça veut dire que c'est une baisse des cotisations, ça veut dire que ça entraîne, si je puis dire, une augmentation des frais de gestion proportionnellement. Quelque part, bon, ce n'est pas un facteur positif, hein, c'est un facteur négatif, qui est associé naturellement à un vieillissement de ce portefeuille. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à partir de 70 ans, de 70 à 85 ans, les dépenses de santé augmentent de 2% par an, régulièrement, par rapport à l'âge. Donc, si vous dépensez globalement à 70 ans 100, et bien à 71 ans, en moyenne, vous dépensez 102, et à 72 ans, vous dépensez 102 multiplié par 1,2% et ainsi de suite. Donc, vous voyez que l'effet pervers de ce vieillissement à long terme. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que dans l'évolution de notre portefeuille, c'est que non seulement il y a l'âge, mais il y a aussi la base des revenus, puisque nos cotisations sont basées sur des moyennes sur les revenus, et bien la moyenne des revenus baisse. Donc, ces trois éléments conjugués font que, dès le départ, sauf si en restant sur ces constantes, les augmentations devraient augmenter de plus de 3% avant même l'inflation des coûts de santé. Non seulement l'inflation des coûts de santé, mais l'inflation de la croissance des consommations. Bon, la croissance des consommations, c'est quelque part lié à l'âge, mais là aussi, quelque part, là aussi, au même âge, les gens arrivent à consommer un peu plus, de plus en plus, hein. Donc, tout ça, ça fait que vraiment, j'ai, malgré tous les efforts que je peux faire, les cotisations risquent d'augmenter fortement. Et bon, en face, je sais que les revenus, puisque globalement 80% on va dire, de nos adhérents sont des retraités, et en aucun cas les retraites ne vont augmenter de ces pourcentages. Donc là, je dirais que nous avons un problème. Un deuxième problème, c'est par rapport à notre organisation. Alors, elle est parfaitement efficace, etc. et tout, hein, avec seulement 6 salariés. Je n'ai absolument rien à dire. Merci à tous les salariés, mais c'est très fragile. S'il y a le moindre pépin, la moindre absence est difficile à combler, hein. Immédiatement, ça se traduit d'une manière qualitative ou quantitative quelque part. Donc ça, c'est pas une bonne chose et ça peut être même à risque. Je vais vous dire clairement, ça peut être un risque. Donc, il faut bien voir ça en tête, hein. Et la dernière chose, c'est que, vous me direz, notamment par rapport à la situation du portefeuille, mais M. Prévost, pourquoi on n'arrive pas à augmenter le portefeuille? Vous n'avez qu'à vous démener un peu. Et bien, le problème, c'est qu'on a une tarification qui relève plus de contrats collectifs, où il y avait une certaine solidarité. Bon,
la plupart, une bonne partie des adhérents actuels sont issus du monde bulle, bon, où là, bon, c'était la solidarité, je dirais, entre les cadres et les techniciens, hein, et voilà, hein, cadres et non-cadres, tout ça, ça se pariait bien. Aujourd'hui, en termes d'individuels, eh ben, cette solidarité, elle n'est pas si naturelle que ça, hein. Là où les choses étaient un peu naturelles, historiques, etc., et tout, ben, ça devient, je dirais, quasi impossible. Et donc là, il faut, je dirais, avoir une rupture, hein. Ce n'est pas possible de rester dans ce cas-là, sauf, je dirais, avoir des mesures qui sont sur lesquelles je ne souhaite pas aller. Donc voilà, on a vraiment une problématique sur laquelle on a dressé ce bilan. On a partagé ce phénomène en janvier 2020 avec l'ensemble du conseil d'administration pendant une journée en conseil d'administration extraordinaire, où on a vu ce qui s'est passé et une des conclusions, c'était si on s'alliait, justement, si on changeait un peu, mais en s'alliant, etc. Donc, il y avait une porte ouverte, on a dit, on ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Bon, et donc, il s'est trouvé, de manière opportune, que nous avons été appelés par les dirigeants d'Ibameo. Donc, on a eu un premier contact et ce contact s'est prolongé, je vais vous dire, du 15 mars au 15 mai, entre moi-même et Jean-Claude Blanc, le vice-président d'Ibameo. Donc, nous étions tous les deux en confinement. Lui était à Toulouse, moi j'étais en Bretagne. Et on avait du temps, c'est sûr qu'on avait du temps. Et cette partie de temps, je peux vous dire, c'était des dizaines d'heures de discussion entre nous pour étudier l'opportunité de ce rapprochement. Et au fur et à mesure, donc, j'ai construit avec lui, enfin, j'ai construit avec lui et avec Séverine, hein, un certain nombre de choses en me disant, ben voilà, finalement, qu'est-ce qu'on veut faire et à quoi on tient, hein, et à quoi on tient avant tout. Donc, la première chose, c'était quand même le partage des valeurs mutualistes, des solidarités non pas en termes de discours, hein, ça, j'en ai parlé, je laisse ça à la télévision. Hein. Nous, c'est des solidarités qui se traduisent véritablement par des choses qui se traduisent dans les cotisations, qui se traduisent par des secours exceptionnels, qui vraiment, ce sont des choses qui… c'est concrète, hein, voilà. Donc, auquel on tient. Quand je dis exigence, c'est-à-dire que ce n'est pas négociable. La deuxième chose, c'était la continuité des contrats MMI pour nos adhérents. Bon, ben, nos adhérents sont satisfaits des contrats. Bon, naturellement, c'est bon, c'est normal. Si on pouvait être mieux remboursé sur telle prestation, mais un autre va demander cette autre prestation, etc. Et tout. Ben oui, non, mais j'aimerais bien aussi, hein. Mais la règle fondamentale de l'équilibre fait que nous, comme on ne veut pas augmenter les cotisations, et ben nous protégeons l'équilibre, hein, avant tout. Hein. Mais et votre satisfaction globale. Donc ça, c'était aussi quelque chose, je dirais, qui faisait partie de nos exigences. Exigence aussi, même si elle est légale, je l'ai
Tant pis, je le répète, hein, mais le transfert des contrats de travail de nos salariés et avec leur implantation, donc d'Angers, Belfort et Paris. J'ai demandé aussi quelque part, puisque les choses d'un point de vue juridique sont pas faciles et globalement, ce qui n'était pas naturel, puisque il a fallu modifier les statuts d'Ibameo pour que nous soyons représentés dès le départ au sein du conseil d'administration, avec dès le premier jour avec 5 élus, et puis à les premières élections, ça j'y reviendrai, avec 6 élus. Je vois quoi, j'ai marqué Assemblée générale, 3 ans. Non, voilà, c'est 6 ans et 3 ans, hein, sachant que les conseils d'administration, c'est 6 ans et 3 ans. Donc là aussi, premier jour de la mutuelle fusionnée, tous seront représentés, conseil d'administration, et même, je peux vous dire, au sein du bureau, puisque Gilles a fait voter une place d'une personne qui assistera au bureau. Donc, merci Gilles. Et puis, nous aurons aussi, pour la première élection, une liste spécifique, j'y reviendrai, sur les délégués qui représenteront MMUI. Enfin, et c'est excessivement important pour moi en tout cas, mais j'espère le partager avec vous, c'est une volonté commune d'un développement raisonné. Donc, il est hors de question d'être à la télévision, des choses comme ça, hein, mais nous souffrons, tant Ibameo comme moi-même, d'une attrition du portefeuille, et c'est bien évident que nous allions nos forces pour dégager justement des forces complémentaires en termes de marketing, de communication et de développement. Vous verrez, et aujourd'hui, ce n'est pas des mots, puisque les projets vraiment d'organisation et à court terme ou moyen terme, on parle d'une équipe de 8 personnes pour ce développement. Donc, parce que c'est notre futur par rapport à la nouvelle mutuelle. Donc, voilà, si je peux dire, quelles ont été, je dirais, nos exigences sur lesquelles nous avons travaillé tout ce deuxième semestre 2020 pour arriver à ce pacte fondateur. Alors, vous me direz, mais tiens, c'est curieux, vous nous parlez d'acte fondateur alors que vous me parlez d'absorption. Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté? Alors, il y a effectivement, dans le langage, il y a 2 choses différentes. Il y a l'aspect juridique. Effectivement, l'aspect juridique, c'est une fusion-absorption. Alors, c'est une procédure simple. Bon, c'est simple, mais c'est compliqué. Mais pour dire rapidement, c'est Ibameo reprend tous les engagements d'MMUI, tous. Il n'y a pas de passif, etc., qui traîne, etc., tout. Donc, c'est de manière très simple. Hein. Alors que si on faisait une nouvelle mutuelle, il pourrait rester des choses différentes, etc., et tout. Donc, c'est de manière très simple. Hein, voilà. Et tout a été construit dans l'esprit de la création d'une nouvelle mutuelle. Je pense que Gilles et Jean-Claude vous en parleront. Bon, moi, je peux vous dire que par rapport aux discussions que j'ai pu avoir depuis le 15 mai, durant ce deuxième trimestre 2020, et après, dans le cadre de la construction de notre projet, qui aboutit au pacte fondateur,
si on fait un pacte fondateur, c'est que on fonde quelque chose. Hein, c'est pas pour rien. Je dirais une absorption, c'est Ibermeo qui dit bon ben je vous absorbe et donc voilà les statuts c'est comme ça. Vos garanties elles vont évoluer comme ça, c'est nous qui décidons. Non, les choses ne sont pas faites comme ça. Je peux vous le dire. Tous les administrateurs de la MEI qui ont participé au chantier, et ça a été plus de 100 réunions de travail qui ont eu lieu depuis début juillet 2020 jusqu'à là, on va dire fin mai 2021, c'est plus de réunions de 100 réunions de travail avec des professionnels. Hein, un certain nombre ont été avec l'aide de professionnels. C'est vraiment la construction d'une nouvelle mutuelle qui regroupe Ibameo et MMUI. C'est dans cet esprit-là que les choses ont été faites. Voilà. Donc, maintenant, je vous laisse la parole à Gilles ou Jean-Claude pour vous dire qui est notre partenaire, celui qu'on a choisi pour s'allier. Hein, pour le terme, c'est alliance, c'est se rapprocher, c'est fonder une nouvelle mutuelle. Hein. Et donc, bon, notre partenaire, c'est Ibameo, mais vous le verrez après. Et je crois que ça témoigne bien de cet esprit de rapprochement, de cet esprit de fondation, puisque la future mutuelle ne s'appellera pas Ibameo, pas plus que MMEI, mais elle portera un nouveau nom. Hein. Voilà. Donc, merci Gilles ou Jean-Claude. Je vous laisse la parole pour vous présenter Ibameo. Bon. Donc là, toutes les je l'ai présenté, mais juste avant, je vais compléter, moins que tu ne veuilles pas, sinon, mais juste avant, je vais compléter un petit peu ce que disait Hubert. Je crois qu'il y a eu ce premier contact en février de l'année dernière, il y a eu une première phase qui a amené, je dirais, vers fin mai, début juin pour s'organiser. Et après, à partir de juin, là, tous nos administrateurs, des délégués chez nous et tous vos administrateurs ont travaillé pour construire quelque chose de commun. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés dans des réunions avec un objectif, c'était et d'essayer de prendre le meilleur de chacun pour créer une nouvelle mutuelle. Et c'est ça qui a amené le pacte fondateur, qui était en la troisième phase. Hein. Et aujourd'hui, on est dans la quatrième depuis le début de l'année, qui est plus la mise en œuvre de notre décision. Et ça passe par une démarche réglementaire auquel on participe ensemble avec Hubert et Séverine, telles que les rencontres au sein du groupe AEMA, on a installé le comité des risques et des choses comme ça, ou de l'autre côté, les présentations à la CPR, l'autorité de contrôle ACPR. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui donnera son aval, nous le souhaitons tous, le 15 octobre dernier pour la création de la nouvelle mutuelle. Voilà, et on est dans cette phase, je dirais, qui va nous amener au 1er novembre, puisque le temps que ça passe au journal officiel, normalement, ça devrait être le 1er novembre, la création de la nouvelle mutuelle. Puisque tu n'as pas donné le nom, Hubert, mais je ne le donne pas non plus, c'est toi qui le donneras, on verra ça. Jean-Claude, je te laisse la parole. Oui, alors je prends. Bon, tout d'abord un commentaire par rapport à ce qu'a dit Hubert, puisque ça mérite, je pense, d'être dit et redit. C'est le plaisir qu'on a pu avoir à travailler ensemble, non seulement Hubert et moi, mais l'ensemble des personnes qui progressivement ont été investies dans ce travail. Et je dirais que le plus grand mérite qu'on a eu, c'est pas de résoudre des problèmes considérables, parce que les points communs entre les deux mutuelles étaient tels qu'il n'y avait pas de difficulté insurmontable à surmonter, c'est le cas de le dire.
Mais je pense que s'il y a eu exploit, c'est le fait de faire tout ça à distance. Hein. Moi, Hubert, je le connais, j'ai l'impression de bien connaître, mais je ne l'ai jamais vu en chair et en os. Et la réciproque est vraie. Et ça, je pense que c'est extraordinaire qu'on ait pu mener ces travaux en distanciel pur. Bon. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Hubert, puisque je vais ensuite vous commenter rapidement notre mutuelle, mais je crois que dès le départ, on a identifié des valeurs communes et des ambitions communes et des problèmes que l'on avait, tels que l'érosion de nos effectifs qui étaient communs, et notre objectif a été de travailler à un projet qui visait clairement, pas forcément à fusionner les mutuelles, on disait les rapprocher, mais à ce qu'on arrive à un projet qui fasse que 1 plus 1 soit supérieur à 2, qui fasse que l'union fasse la force, qui fasse qu'on développe des synergies positives, sachant qu'effectivement, des synergies négatives, au départ, on n'en voyait pas. Bon, ça c'est un commentaire, mais je vous commente rapidement ce qu'est notre mutuelle. Donc la mutuelle IBAMEO, c'est ce qu'on a appelé jusqu'à, je pense, 2016, la mutuelle du personnel IBM. Donc, issue, comme l'était la mutuelle Bull, de la création d'une mutuelle pour couvrir les frais de santé des salariés de l'entreprise. Donc, essentiellement, une mutuelle qui fonctionnait sur la base d'un contrat collectif avec, bien sûr, les retraités, etc. Bon, qu'est-ce qui nous pose problème? Même s'il est écrit là que notre taille est un peu plus importante que celle des MMEI, c'est vrai, mais ça reste quand même des mutuelles à taille humaine par rapport à des monstres qui font des centaines de milliers ou des millions de personnes protégées, mais une taille plus importante, mais un phénomène d'érosion régulier de nos effectifs est sans doute supérieur à celui des MMEI. Pourquoi? Parce que dans le domaine des adhérents collectifs, de nos adhérents individuels, le phénomène d'érosion est à peu près le même, c'est-à-dire des adhérents fidèles, mais des adhérents qui vieillissent, donc avec malheureusement ce qu'on appelle l'attrition naturelle, qui fait que les effectifs des adhérents individuels diminuent de l'ordre de 2% par an, mais se rajoute dans le cadre de notre mutuelle la fonte des effectifs de l'entreprise IBM. Nous sommes ravis d'avoir pu conserver le contrat collectif IBM, parce que c'est une très belle référence et un très beau contrat, et nous avons pu le réserver, je dirais, à l'issue d'une consultation redoutable, mais les effectifs d'IBM, vous le savez tous, comme la plupart des effectifs de grandes entreprises, ont tendance à fondre. Là où IBM avait 20 000 salariés il y a 20 ans, aujourd'hui il y en a 5 000. Donc forcément, ces salariés qui sont partis, ainsi que leurs conjoints, ont alimenté une baisse régulière du nombre de personnes protégées par notre mutuelle. Sur le point qui suit, la structure financière, c'est un point commun, puisqu'on est quasiment identique sur ce plan-là en termes de situation financière à la situation de MMEI, avec un taux de couverture du socle minimum exigé par les autorités de contrôle de 250%. Nous avons effectivement cette particularité d'avoir une partie de nos adhérents couvertes par des contrats collectifs, à la différence de MMEI, mais par contre MMEI a un pourcentage très élevé de ses adhérents individuels et une capacité à contenir cette érosion par des initiatives de développement qui sont très intéressantes. Bon. Nous avons, dans notre mutuelle IBAMEO, été amenés, nous avons été tirés vers le haut lors de la consultation, je dirais, faite par IBM à l'échelle mondiale pour décider à qui IBM confiait la couverture santé de ses salariés. Nous avons été en compétition finale avec AXA et effectivement, les exigences d'IBM nous ont amenés effectivement à pousser, à tirer nos prestations vers le haut avec des prestations comme la téléconsultation. Il y a 4 ans, c'était quelque chose d'assez nouveau. Best Doctor, qui est un système de double avis médical qui était exigé par IBM, et un certain nombre de choses, en particulier tout ce qui est médico-social et aide aux situations de personnes en difficulté, en particulier d'autonomie.
Côté valeur mutualiste forte, je pense qu'on peut reprendre ce qui a été dit tout à l'heure. C'est pas étonnant, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait été membres ensemble de l'UNME, l'Union nationale des mutuelles d'entreprise, ce sont de vraies mutuelles. Et effectivement, chez nous, comme chez vous, les 2 tiers de nos adhérents individuels ont une cotisation qui dépend de leurs revenus. Les autres, effectivement, atteignant un certain niveau de revenus, sont au forfait. Et puis, il n'y a pas d'augmentation de tarifs liée à l'âge après 62 ans, ce qui est une illustration très concrète d'une solidarité intergénérationnelle. Après, la particularité que nous avons développée volontairement, c'est de nous adosser à un grand groupe. Alors, adosser, ça ne veut pas dire fusionner, mais s'affilier, et en particulier, ça a été très, très important pour rassurer le client IBM, parce qu'effectivement, une petite mutuelle d'une quinzaine ou d'une vingtaine de personnes, ça peut inquiéter un très grand client. Quand cette entreprise est solidaire financièrement et couverte financièrement par un grand groupe, c'est un élément très rassurant, et le fait qu'on soit affilié au groupe AEMA maintenant, qui résulte du rapprochement entre ASO et Massif, a été un élément très important. Je précise là-dessus, parce que la question pourra venir après, affiliation, ça ne veut pas dire se fondre dans l'univers AEMA maintenant, pas plus que dans l'univers Massif à l'époque. Ce qui a été fondamental et ce qu'on a pu vérifier, c'est que les décisions dans l'univers Massif qu'on a connu jusqu'à maintenant, et en particulier dans la partie santé, dans le pôle santé-prévoyance, les décisions ont toujours été prises en respectant le principe du consensus. Alors, le principe du consensus, ça ne veut pas dire tout le monde est d'accord, mais c'est une absence de désaccord. C'est très important, et ça veut dire que rien n'a été fait qui nous ait été imposé alors que nous ne l'aurions pas souhaité. Une autre façon d'illustrer cette façon, je dirais, d'être affilié, c'est effectivement ce que l'on appelle la souveraineté de nos instances. Certes, dans une organisation comme celle-là, il y a des droits et des devoirs, c'est normal, mais par contre, ce sont nos instances, c'est-à-dire notre assemblée générale, nos conseils d'administration, qui prennent les décisions qui sont essentielles pour la vie de notre mutuelle. C'est le système de cotisation, il n'est pas décidé par Massif, il est décidé par notre assemblée générale et par le conseil d'administration. L'ensemble de nos prestations, c'est pareil. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si on sera amené à le dire après, notre projet, effectivement, a été amené à être présenté à la Massif pour voir si la Massif trouvait, je dirais, des choses qui auraient pu être pénalisantes pour le groupe Massif dans le cadre de notre projet. C'est tout le contraire qui a été exprimé, parce qu'effectivement, notre projet de fusion va tout à fait dans le sens de ce que le groupe Massif peut souhaiter pour les composantes de son groupe et en particulier de son entité santé. Voilà, j'ai fait quelques digressions par rapport à l'historique d'Ibameo. Je ne sais pas quel est le chart qui suit. Le chart qui suit, c'est la nouvelle mutuelle. Donc, le nom qui n'est pas encore décidé parce que c'est avalisé par l'Assemblée générale d'Ibameo, qui c'est Ibameo qui va changer de nom, mais c'est bien le symbole, je dirais, de cette fondation, de cette nouvelle mutuelle, c'est Nuoma. Voilà. Nuoma, ben voilà, voilà, je laisse les créatifs, si je peux dire, vous dire tous les bienfaits de ce nom-là. Bon, c'est un nom féminin, c'est un nom qui est doux, voilà. Bon, c'est plus ce que j'ai retenu, mais voilà, c'est le nom de la nouvelle mutuelle. Je vais vous dire, au départ, j'ai eu un peu de mal, et puis maintenant, je trouve ça très bien. Je m'y habitue très très bien. Voilà, ce sera votre mutuelle. Alors, en dehors du nom, parce que ça c'est quelque chose, c'est quoi Nuoma? Eh bien, ça reste
une mutuelle, ça c'est quelque chose de très important. Hein, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose justement sur lequel, bon, même si nous avons des ambitions de développement, mais vous ayez bien en tête raisonner. Hein, nous cherchons pas à la conquête de millions d'adhérents. Hein, nous sommes modestes et surtout en restant sur nos valeurs et sur nos exigences de satisfaction adhérents. Hein, donc, ça reste une mutuelle à taille humaine, et, notamment avec les chargés de clientèle qui seront un relais, si je puis dire, direct par rapport, je dirais, à l'attente des adhérents, au point qui marche ou qui marche pas. Nous développerons de la même manière, nous continuerons l'enquête annuelle de satisfaction adhérent. C'est quelque chose d'excessivement important, de rester au contact avec nos adhérents. Donc, ce sera Nuoma. Ce sera une mutuelle avec une offre étendue. Donc, en dehors, bon, les offres MMUI, elles perdurent. Donc, même si elles sont fermées à de nouveaux adhérents, elles perdurent. Voilà. Et par contre, par rapport à des nouveaux adhérents, mais ainsi qu'aux adhérents actuels des offres MMEI, c'est une offre étendue à 4 niveaux. Pour l'instant, nous MMEI, on en avait 3. De la même manière, Ibameo, on avait 3. Et en fait, en juxtaposant ces garanties, et ben, il y avait une raison d'être d'en créer une 4e. Donc, au niveau de la MMEI, ça va être une offre qui va se situer légèrement en dessous d'essentiel. Voilà, pour préciser les choses. Voilà, donc c'est avec d'ailleurs d'autres petites offres de supplémentaires, des choses comme ça. Bon, tout ça, ça risque un petit peu de bouger, hein, mais on part avec quelque chose quand même d'assez solide, parce qu'il y a 4 niveaux, je dirais, depuis la plus basse jusqu'à la plus haute. On couvre un très large spectre par rapport aux attentes du monde des complémentaires santé. Et là où on veut quand même aussi se diversifier, c'est une offre riche en services. Donc, et notamment tous les services que nous offrions au travers de RMA, ils seront intégralement repris à minima dans le cadre des offres Nuoma. Et même, Jean-Claude vous l'a dit, même pour certaines offres enrichies avec la téléconsultation, avec Best Doctor, avec l'aide à la perte d'autonomie. Donc là aussi, une différenciation en termes de services complémentaires, médico-social, on appelle ça médico-social, mais qui peuvent être intéressantes, je dirais, pour nos populations. Ce qui est toujours important aussi pour moi, enfin, mais pour vous, hein, c'est nos frais de gestion sont limités à 12%, mais nous avons, au travers de ces 12%, dédié des ressources à la croissance, tant en individuel qu'en collectif. Donc, Ibameo a une connaissance des process de consultation collective, chose qu'on au niveau de la MMI, on ne maîtrise pas. Et nous, on a quelques idées en individuel, hein, qu'on fait les parrainages, qu'on fait les mutuelles mairies, bon, il y a mutuelle communale, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous, on peut avoir des idées en individuel. Il y a complété avec la maîtrise de certaines choses d'Ibameo en collectif. Donc là, je vous l'ai déjà dit, un pôle de 8 personnes avec un recrutement externe d'une personne dédiée, responsable à ce niveau-là de la croissance. Ça me paraît excessivement important pour notre futur. Les coûts de gestion, je vais vous dire, c'est dans les exigences. Hein, donc, nous avons tout construit
pour avoir des coûts de gestion récurrents. Peut-être au démarrage, ils seront légèrement supérieurs, mais je dirais en cible à 12% et pas plus. Nous bénéficions de l'affiliation, je ne sais jamais quel est le bon terme, si c'est l'affiliation ou pas du groupe AEMA, enfin, de notre proximité par rapport au groupe AEMA, Aesio Massif. Et donc, cette garantie financière, ça c'est important par rapport au collectif notamment, mais c'est aussi un partage des ressources. Et notamment, je peux vous dire que je l'ai vu par rapport au montage du dossier que l'on doit faire par rapport aux autorités de contrôle du ministère des Finances, hein, puisque nous sommes contrôlés par le ministère des Finances, pour ce dossier de fusion, c'est que nous avons eu notamment recours à la direction juridique du groupe Massif. Et je peux vous dire que là, les gens, ils savaient de quoi ils parlaient. Et, les exigences de la CPR, ils savaient ce que c'était. Le code de la mutualité et tous ces attendus, ils savent de quoi ils retournent, etc. Et tout ça, c'est des choses, des expertises sur lesquelles Ibermeo aujourd'hui bénéficie et demain, Nuoma va en bénéficier. Et ça aide justement à limiter les coûts de gestion à 12%. Et enfin, bon, il faut mieux dire les choses plusieurs fois qu'une ambiguïté. C'est une nouvelle mutuelle qui est autonome, indépendante. Oui, il y a des règles de gestion par rapport au groupe AEMA. Oui, on ne peut pas faire n'importe quoi. Oui, on leur soumet notre budget, etc. Tout. Mais à partir du moment où on reste dans les règles du jeu, à savoir naturellement quelque part l'équilibre, hein, vous comprenez bien que à partir si on montrait un budget qui était déséquilibré, ils se poseraient des questions en disant attendez, qu'est-ce qui se passe, comment vous voulez récupérer les choses, hein. Donc ce sont des choses naturelles, hein, vraiment naturelles. Donc c'est pour ça que j'ai pas peur de dire autonome. Bon, c'est vrai qu'avec des règles du jeu, oui, on nous assujettit à avoir des règles du jeu, mais qui sont, je dirais, c'est des règles saines, c'est des règles qui vont dans le bon sens, normal, hein, voilà. On peut pas faire n'importe quoi en termes de placement, aller mettre nos placements sur des produits dérivés de Hong Kong et des choses comme ça. Naturellement, ça ferait prendre des risques énormes pour les fonds propres de l'habituel, hein. Bon, donc quelque part, je dirais que c'est normal d'avoir des règles de gestion pour le groupe. Voilà. Et ça n'en demeure pas moins que nous sommes autonomes à l'intérieur de ces règles, je veux dire, qui sont de bon sens, hein, qui sont de bon sens et qui sont équilibrées. Voilà, ce que je peux décrire de ce qu'est Nuoma. Je ne sais pas si Gilles ou Jean-Claude, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Je vais juste rajouter sur la garantie financière. Oui, la solidarité financière, elle implique, je dirais, enfin du moins, il y a les droits et les devoirs. C'est-à-dire que quelque part, on a droit à cette solidarité si demain on avait un souci, comme tu en as parlé tout à l'heure, une autre pandémie avec d'autres règles gouvernementales et des choses comme ça, on pourrait, pourquoi pas, vu notre taille, en avoir besoin. Et les devoirs, comme tu l'as dit, c'est en face de ces droits et de ce soutien, ben c'est un travail d'équipe, donc on ne fait pas n'importe quoi. Et on dit aux autres ce qu'on va faire. Les autres donnent leur avis, je dirais, et comme tu l'as dit, hein, si on reste dans des règles normales, de fonctionnement normal, eh bien, il n'y a qu'à voir. Nous, là, on décide de mettre 8 personnes sur le développement. On l'a présenté, je dirais, au sein du groupe, et ils ont été plutôt favorables à cette démarche. Alors que vu la taille de notre mutuelle, je dirais sur 17 personnes, on va en avoir 8 dédiées au commercial. C'est quand même assez fantastique. C'est un fort investissement, mais ils sont d'accord à ce qu'on aille dans ce sens-là. Voilà. C'était juste pour compléter un petit peu ce que tu avais dit sur la garantie financière et sur le groupe. Ceci dit, j'ai vu que
Monsieur Alexandre, parce que je crois que c'est marqué Nadine Alexandre, mais c'est Monsieur Alexandre, nous a mis des messages dans le chat. Non, on y reviendra après, on y reviendra à la fin. Voilà. Alors, on va finir la présentation, puis après on répondra. Hein. Mais là, il y a juste deux slides complémentaires. C'est la place de l'ennemi, la gouvernance de Nuoma. Donc, là aussi, il y a eu il n'y a pas eu de discussion, hein, je vais vous dire, il y a eu une réflexion disant, mais alors comment on peut faire, parce que c'était pas si évident que ça par rapport au statut actuel d'Ibameo, puisque c'est la base, si je puis dire, sur laquelle la fusion se fait. Hein. Donc ces statuts ont été adaptés puisque dès le départ, au premier jour de la fusion, Ibameo augmente son conseil d'administration de 5 sièges et qui nous se sont réservés. Voilà. Donc là, dès le premier jour, nous participons au conseil d'administration et en plus de ça, je ne l'ai pas mis, Ibameo donne une place aussi et invite une personne au bureau. Donc, sachant que entre le 1er novembre et le mois de mai, sur lesquels il y aura la première élection, a priori, il n'y a pas de décision majeure à prendre, sachant que les augmentations 2022 ont été d'ores et déjà décidées. De chaque côté, elles seront au plus de 2%. Au plus de 2% depuis 2022 par rapport à 2021. Voilà. Donc ça c'est décidé déjà. Donc on n'y reviendra pas dessus. La deuxième chose, c'est pour la première élection, donc qui aura lieu en mai 2022. Je dirais qu'il y a une séparation entre la MMUI et Ibameo, entre les adhérents, les ex-adhérents de MMUI et les ex-adhérents d'Ibameo, en sens que nous serons en collège, il y aura une section spécifique pour les adhérents provenant de la MMUI, qui va, donc les adhérents de la MMUI éliront un certain nombre de délégués qui les représenteront au conseil d'administration en AG, pardon, pas au conseil d'administration, en AG. Et donc là, c'est la règle la plus parfaite règle de la proportionnalité par rapport aux adhérents d'Ibameo. Voilà. Donc là, globalement, sur 80 délégués, on aura à peu près 19, quelque chose comme ça. Et derrière, ces délégués auront à voter pour un certain nombre d'administrateurs. Logiquement, ça devrait donner 5 ou 6 administrateurs parce qu'il y a les arrondis là qui vont compter. Donc pour des électeurs qui seront élus pour 6 ans. Sachant que derrière ces élections de 2022, il y aura des élections en mai 2025, donc pour lesquelles les adhérents, tous les adhérents de Nuoma seront appelés. Alors, je ne sais pas là si on fera des listes ex-MMEI ou si on arrivera directement à faire des listes MMEI Ibameo. Mais voilà, donc après, je dirais, mais déjà, pour un premier temps, il y a 6 administrateurs, il y a 5 ou 6 administrateurs pendant 6 ans. Et après, ça sera éventuellement complété par d'autres administrateurs. Donc là, je dirais que, ben oui, nous n'avons pas la majorité, on va dire que comme ça, mais les règles du jeu par rapport au contrat de la MMEI sont clairement dans le marbre, hein, sur le futur, et donc nous aurons à cœur de maintenir tout ce qui a été négocié. Donc là, et puis je fais confiance. Je vais vous dire, depuis plus d'1 an, je travaille avec les administrateurs d'Ibameo
Et je peux vous dire que vraiment, je trouve qu'un esprit d'ouverture qui me laisse présager que le futur peut être bon, hein, sera bon. Et il n'y aura en aucune façon de discrimination. Voilà. Enfin, en termes d'organisation, bon, ben là aussi, on vous en a parlé, donc ce sera une équipe globale de 17 salariés hein, qui viendront en complément du gestionnaire. Et donc, il sera basé à Orléans, Paris, Angers, Belfort. Hein. Sachant qu'éventuellement les nouvelles compétences pourront être basées pas forcément à Orléans mais à Paris. Ça maintenant on va profiter de savoir où c'est meilleur d'implanter les gens. Bon donc ça on en a parlé parce que mais c'est très très important par rapport à notre futur. C'est le développement sur lequel on veut absolument aboutir pour équilibrer à moyen long terme nos mutuelles et non plus dans une spirale de décroissance. Hein. Avec le gestionnaire, alors là je me suis trompé, excusez-moi, mais c'est pas Assurance Mutuelle du Mans, c'est Apicil. Donc du groupe AMA, mais peu importe, hein, et qui est à l'écoute des adhérents et qui prendra en charge l'ensemble de la chaîne des adhésions, cotisations et prestations. Donc là aussi, une organisation sous contrôle par rapport à des critères de qualité, de la même façon qu'on les a par rapport à un monnaie mutuelle, même si quelquefois on a du mal à les suivre. Mais là aussi, c'est une relation de sous-traitance contrôlée, hein, en sens qu'il participe à la satisfaction de nos adhérents. Et enfin, là aussi, ça va être un changement pour nous, les adhérents de la MEI, c'est un changement de partenaire de service, puisque ce sera IMA et non pas RMA, mais pour des prestations équivalentes. Donc, aujourd'hui, nous faisons le pari, bon, IMA, je pense que c'est un des plus grands organismes justement du monde de la Massif, basé à Niort, et ce sont vraiment des professionnels, hein, de la même façon que RMA. Donc là, j'ai aussi confiance, si je peux dire, dans le choix de ce partenaire. Et dernière chose, même chose, nous ne serons plus avec Calixia en termes de réseau sur le dentaire et sur l'auditif, l'audioprothèse. Ce sera, alors je ne me rappelle plus, Santé Claire, je ne sais pas, je demande un joker à Séverine. Carte blanche, pardon. Voilà, donc un nouveau partenaire, mais même chose, même professionnalisme, etc. Et tout. Donc c'est vrai qu'on va changer de partenaire, c'est vrai, mais ça devrait avoir absolument. Enfin, nous faisons tout pour que ça ait absolument aucune incidence pour vous, si ce n'est de changer effectivement quelques points d'accueil à droite et à gauche. Voilà. Voilà ce que vous voulez résumer sur ce projet de fusion. Et maintenant, on peut passer aux questions. Alors, Séverine, je vous laisse la main pour, je dirais, entre les questions que nous avons reçues de manière préalable et puis les questions qui ont été exprimées pendant cette présentation. Oui, je vais bien enlever la présentation d'abord. Hein. C'est pas fait. Oui, vous la voyez plus après. Non. Bon. Mais en fait, on a reçu, sauf erreur de ma part, assez peu de questions, si ce n'est de Monsieur Alexandre. Effectivement, avec son inquiétude du rapprochement côté ASIO. Mais en dehors de... Et alors, à ce moment, je ne suis pas sûre qu'il y ait
véritablement une question, monsieur Alexandre, dans ce qui est indiqué là. Ce sont des remarques plus qu'une question, je pense. Bah, c'est un petit peu… C'est un peu compliqué. C'est une situation relativement particulière par rapport à une entité mutualiste de la région de Grenoble, bon, qui appartenait à l'Union mutualiste, enfin, je ne sais pas exactement, et sur lesquels il y a eu, je dirais, la Massif a pris le contrôle. Bon, je ne sais pas de quelle manière, bon, il y a des ressentis, etc. Tout. J'ai tendance à dire que ça n'a rien à voir avec quelque chose qui se rapproche de la fusion. Bon, et là, bon, bah, moi, je n'ai pas de recul par rapport à dire quoi que ce soit par rapport à ce phénomène. Je ne pense pas que Gilles et Jean-Claude soient au courant de ce truc par rapport à une situation très particulière au sein de Grenoble. Bon, moi, parce que M. Alexandre m'a déjà posé 2 fois des questions à ce sujet-là. J'ai pas l'intention d'investiguer par rapport à la Massif. Bon, la Massif est un très grand groupe, mais qui est bon. Enfin, pour moi, qui est sérieux sur le monde assurantiel qui a pignon sur place. Bon, il peut y avoir des situations délicates. Je suis pas apte à juger. Voilà. En fait, j'ai pas du tout les éléments pour juger, et j'ai tendance à dire ça ne nous intéresse pas au premier chef. Voilà. Si je peux compléter ta réponse, Hubert. Je ne suis pas impliqué directement sur cette opération, mais j'en ai entendu parler parce que j'irai au sein du conseil d'administration de l'Union mutualiste de groupe Aesio Massif. Donc, il y a les représentants d'Aesio, il y a les représentants de Massif, il y a les représentants d'Air France et il y a les représentants d'Ibaneo. C'est passé là aussi. Ce que j'en sais, mais n'ayant pas été dans le détail de l'opération, je ne peux pas nous prononcer ni pour les uns ni pour les autres. Mais c'est qu'apparemment, il y avait une clinique, ce qu'on appelle de livre 3, hein, les SAM, qui sont dirigés par, sauf erreur de ma part, par les unions territoriales, dans laquelle Adria et Aesio étaient plutôt majoritaires. Et cette clinique était complètement déficitaire, et ce depuis plusieurs années, et malgré plusieurs plans d'action, n'arrivait pas, je dirais, quelque part à contenir ses coûts. Donc c'était les mutuelles et donc les adhérents de l'ensemble des mutuelles qui étaient au niveau de l'union territoriale qui finançaient, entre guillemets, le déficit à travers leurs cotisations, qui finançaient le déficit de la clinique. L'union territoriale, et c'est son droit, a décidé de vendre. Alors, c'est pas Aesio qui a décidé de vendre. Aesio était majoritaire, mais il aurait pu se plier à une autre décision. C'est l'union territoriale qui a décidé de vendre. Et aujourd'hui, il y a peut-être, je ne sais pas, des procès en cours, comme le dit monsieur Alexandre. Laissons la justice faire son œuvre et on verra bien ce qu'il en est, quoi, hein. Mais aujourd'hui, je pense que dans ce cas présent, la totalité des procédures et de la jurisprudence et des choses comme ça ont été appliquées, et ça m'étonnerait qu'Aesio ou qu'Adria, qui n'existe plus, puisque maintenant c'est une mutuelle, Aesio, ça n'est plus une UMG. C'était une UMG jusqu'en 2020 et maintenant c'est une mutuelle, une seule, qui est présidée, comme c'est écrit, par Patrick Brottier. Voilà. Laissons faire la justice sur ce point-là. Et comme tu l'as dit, ça n'a pas directement à voir. On est bien tous autonomes, mais on se raconte ce qui se passe dans chacun de nos environnements. Et après, bien sûr, chacun prend ses décisions. Et je pense que Aesio ou à participer à prendre une bonne décision, parce qu'à un moment donné, si on n'est pas, enfin, on se doit d'être à l'équilibre tous.
on se doit être solidaire, mais on ne peut pas laisser une clinique, je dirais, être en déficit tous les ans. D'accord. Séverine, d'autres questions à me poser préalablement? Non, je veux quand même signaler que M. Maréchal avait levé la main. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou pas. Non, mais simplement, c'était par rapport aux questions que nous avons reçues par écrit. Je pense qu'il y a il y a beaucoup de sujets que vous avez d'ores et déjà traités. Il reste quand même un point sur, vous le savez, la garantie obsèque, alors qui intéresse surtout les adhérents de Belfort, puisqu'en fait, elle ne concerne que les adhérents des départements 25, 70 et 90. Oui, alors ça, c'est effectivement un problème. Donc, pour l'ensemble des participants, je dis de quoi ils retournent. C'est la section locale, depuis, semble-t-il, plusieurs dizaines d'années, a fait adhérer à ses adhérents au travers de la MMUI à un contrat dit obsèque. C'est-à-dire que au décès de la personne protégée, un montant de 1200 euros est attribué, je dirais, aux ayants droit au titre des frais d'obsèques donc de la personne décédée. Donc ce contrat, ou ces contrats, parce qu'il semble qu'il y en ait plusieurs qui aient été les uns derrière les autres, donc on n'arrive pas très bien à comprendre exactement ce qui s'est passé, je dirais, depuis plusieurs dizaines d'années. Mais le dernier contrat donc, qui a été passé avec Mutex en 2009 prévoyait qu'il fallait un minimum de 1000 adhérents pour continuer. Et qu'en deçà de cette jauge, le contrat pouvait être résilié. Donc, nous sommes aujourd'hui, nous sommes en dessous de ce seuil de 1000 adhérents, même s'il y a 1300 personnes protégées et donc 1300 personnes cotisantes. Chose que je ne comprends pas très bien, c'est que la jauge est basée sur le nombre d'adhérents, alors que les cotisations sont sur les personnes protégées. Mais peu importe, le contrat il a été signé comme ça. Et donc, nous avons pris contact avec Mutex, je dirais récemment. C'est quelque chose qui nous avait relativement échappé. On était au courant, mais on ne savait pas exactement quelle était la portée de ce seuil minimum. Donc, les premières choses que nous avons obtenues, c'est la prolongation de ce contrat en 2021 et 2022 et 2023. Moyennant quoi, une augmentation de 5% de la cotisation, mais donc ça fait quelque chose d'assez modeste par rapport à quelques 40 euros. Donc là, mais là, il faut qu'on décide de ce que l'on fait. Et donc, en discutant avec les élus de la section locale de Belfort, je viendrai à Belfort dans les premiers jours de septembre pour une réunion globale de bien analyser de quoi il en retourne. J'essaierai d'ici là de voir avec Mutex s'il est possible de trouver un arrangement d'une manière ou d'une autre pour prolonger éventuellement ou pas le contrat, ou s'il faut au contraire le dénoncer tout de suite. Hein, donc là, on se trouve un petit peu dans un squeeze. Je n'ai pas de solution à court terme et il faut qu'on trouve qu'on décide une solution, je dirais, dans les mois qui viennent. Voilà. Donc sur ce point qui est un point délicat nouveau. Alors j'ai quelques autres questions qui finalement n'ont pas été couvertes. Est-ce qu'il y aura un délai de carence pour les adhérents à MMUI au sein de la nouvelle mutuelle? Alors, les adhérents de la MMUI qui restent sur leur cotisation, c'est bien évident que là, ils n'ont pas de délai de carence.
Pour les adhérents de la MMUI qui passeraient sur les offres NUOMA, hein, il n'y aura pas pendant 3 ans. Alors après, les choses pourront évoluer, mais au départ, on l'a situé comme ça. Il n'y aura pas de délai de carence. Hein. Il y a un certain nombre de délais de carence par rapport à certains types de prestations. Et donc, notamment pour les aides à l'autonomie, il n'y aura pas de délai de carence à partir de juillet 2022, quand vous pourrez passer d'une offre MMUI vers une offre NUOMA. Dans ces cas-là, il n'y aura pas de délai de carence. Est-ce que la carte tiers payée en 2022, bon, on a un peu la réponse, mais est-ce que la carte tiers payée en 2022 sera libellée à IBAMEO? Ah ben non, la carte 2022, elle sera ni MMI, elle ne sera pas IBAMEO, elle sera NUOMA. Est-ce qu'au début de l'année 2022, un document sera diffusé aux adhérents pour donner les conditions, les limites et les garanties des nouvelles offres de la future mutuelle? Alors, il y aura, et c'est bien normal, par rapport à la documentation qui est imposée, hein, chaque adhérent aura, je dirais, une parfaite visibilité des garanties à laquelle il est souscrit. Donc ça, bon, alors nous, on avait l'habitude de faire un 8 pages, hein, vous savez, en portefeuille. Là, bon, alors je ne sais pas quelle va être la forme, mais c'est bien évident que chaque adhérent aura une stricte information des garanties, des prestations liées à son contrat. Voilà, sachant qu'il y a relativement peu d'évolution par rapport aux offres actuelles de la MMUI. Et début 2022, il va y avoir une très grosse information importante par rapport donc à destination des adhérents de la MMUI pour leur présenter les nouvelles offres NUOMA, donc avec un comparatif par rapport aux offres MMUI. Donc ça, c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'il faut, ça se fait pas en 3 lignes. Ça se fait pas en 3 lignes. On m'a beaucoup posé des questions au départ de savoir, mais c'est quoi les offres NUOMA, c'est quoi les offres NUOMA, etc. Et tout. Je ne peux pas vous le dire en 10 minutes, etc. Et tout. Je ne peux pas vous dire. Elles sont pas très différentes des nôtres, mais elles ont quand même suffisamment de particularités pour que les choses, je dirais, on puisse vous expliquer ça sur des tableaux lisibles, pour que vous puissiez avoir vraiment une pleine connaissance des différences entre telle offre et telle offre. Hein. C'est pas si lisible que ça, hein, comme ça. Donc là, c'est un très gros travail d'où on va préparer ça pour que vous puissiez bien voir les différences qu'il y a entre les différentes offres. Alors, en termes de prestations, ça c'est une chose, comme en termes de tarification, puisque la tarification auquel les adhérents de la MMUI auront droit sera basée aussi d'une manière exceptionnelle, restreinte. C'est une tarification basée sur les revenus. Alors, pas sur les mêmes bases, puisque là, c'est des phénomènes de tranches et de choses comme ça, mais globalement, les faibles revenus payent moins que les hauts revenus. Hein. Donc là, on reste dans les valeurs sur lesquelles nous avons fondé cette nouvelle mutuelle. Donc ça, cette opération d'information va se faire début 2022. L'équipe développement communication a un gros travail à faire pour présenter ça de la manière la plus intelligible possible. Et globalement, nos 2 chargés de clientèle, Virginie et Alexandra, donc vous aideront de manière complémentaire à bien voir les différences entre les choses une garantie et l'autre. Hein. Elles seront, je dirais, pratiquement dédiées à ces tâches au cours du premier semestre 2022. Ok.
Il reste une dernière question à laquelle vous n'avez pas encore répondu. Que devient Harmonie Mutuelle? Harmonie? Je ne sais pas, hein, mais il faut bien voir que, bon, Harmonie, j'aime pas dire était un sous-traitant, parce que c'était plus qu'un sous-traitant, on a toujours travaillé avec eux en termes de partenariat. Mais la nature de notre contrat avec Harmonie, ça s'assimile, pardon, excusez-moi, ça s'assimile à la sous-traitance. Hein. Alors maintenant, on peut l'appeler délégation de gestion, des choses comme ça, c'est plus noble. Hein. Mais voilà, donc nous avons pris contact déjà avec eux pour leur faire part de notre projet, qui n'a rien à voir, je dirais, contre eux. Bon, même si, globalement, et on le voit bien, vous êtes satisfait de leur service, hein, au travers de la quête de satisfaction client, vous êtes satisfait de leur service, mais nous n'avions pas de lien, au-delà de ce partenariat, nous n'avons pas beaucoup de liens avec eux. Comment incliner le store de la chambre des enfants? Oui, oui. Est-ce que Gilles, vous voulez rajouter quelque chose? Mais, là, il y a une question de M. Alexandre pour le nom des administrateurs d'AMA. Alors, nous, on est affiliés à l'Union Mutualiste de Groupe. Oui, on doit les avoir. Je dirais, tout ça, on doit l'avoir, et parce que c'est public, hein, de toute façon, les administrateurs, je dirais qu'ils soient de l'UMG ou du groupe, et les résultats sont présentés, et je dirais que les indemnisations de chacun sont présentées aussi. Voilà, donc, soit vous regardez sur Internet, parce que c'est disponible à mon avis sur Internet, soit je peux demander à notre directeur général de vous les fournir à voir. Et sinon, pour pré-conclure, parce que je te laisserai le mot de la fin, Hubert, oui, on a travaillé pendant un an et demi. Je crois qu'on l'a fait avec le meilleur esprit possible. Et on a voulu, dès notre première rencontre, on a parlé de rapprochement et pas de fusion. Et tout le travail qu'on a fait a été un travail de rapprochement et pas de fusion. La fusion, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est juridique. Et aujourd'hui, il nous reste des étapes importantes à franchir, qui sont l'approbation de nos assemblées générales et puis l'approbation du CPR. Et j'ai lu ce qu'a écrit M. Alexandre, et je trouve que dire non, entre guillemets, à une fusion parce qu'il a quelque chose contre Adrea là-bas à Grenoble, c'est pas une bonne raison de dire non. C'est pas une bonne raison de dire non. Parce que quelque part, si demain, ça devait être non dans nos AG, eh bien, ça veut dire que le travail de tout le monde là, pendant un an, tu as cité plus de 100 réunions et tout ça, ça passe en pertes et profits, y compris les investissements auprès de partenaires. Tu as parlé tout à l'heure de la société qui a fait des enquêtes, mais le conseil juridique, les actuaires, enfin, on a mis aussi de l'argent sur la table pour réaliser cette fusion. Mais tout ça, ça passe en pertes et profits. Et puis en plus, ça repositionne nos mutuelles dans la fragilité que tu as exprimée au début. Alors que là, on fait vivre des contrats qui satisfont chez Ibaneo comme chez MMEI, qui satisfont nos adhérents. Mais s'il y a un an, je ne sais pas combien de temps ces contrats qui satisfont nos adhérents pourront durer. Parce qu'on se met dans un problème de pérennité, comme tu l'as exprimé tout à l'heure. Voilà, donc pour moi, quelque part, j'espère le oui, je souhaite le oui, et je compte sur tout le monde pour le oui, quoi, et pas le non. Voilà. Jean-Claude, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot. Non, ça ne se fait pas de parler après les présidents. Donc, si tout à l'heure j'aurais fait un commentaire qui n'est pas d'une
n'a plus haute importance, mais quand on a dit voilà ce que sera Nuoma, je voudrais dire que Nuoma, c'est pas ce qu'on dit ce que ça va être, c'est que dès le mois de mai de l'année dernière, nous avons défini une mutuelle cible et nous avons beaucoup travaillé pour dire ce rapprochement n'a de sens que si on sait donner naissance à une mutuelle cible dont on avait défini les caractéristiques en nombre de personnes protégées, en frais de gestion, en investissement consacré au développement, en couverture de marge de solvabilité. Voilà. Et ce qui est présenté quand on dit voilà ce que sera Nuoma, c'est précisément cette mutuelle qu'on est arrivé à l'issue d'une centaine de réunions de différents chantiers à mettre sur pied. Je crois que c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Et l'autre commentaire que j'aurais fait, c'est quand on a parlé de frais de gestion de 12% tout à l'heure, ça peut apparaître comme un indicateur de gestion un peu ingrat, un peu délicat. Il faut voir qu'un taux de frais de gestion de 12%, ça veut dire que lorsque l'ensemble des cotisants paye 100, eh bien, en moyenne, ils retrouvent 88. Là où la plupart des acteurs, et en particulier des grands acteurs, et c'est le cas d'une grande mutuelle que je ne citerai pas, qui présentait ses résultats la semaine prochaine, a des frais de gestion de 27%. C'est-à-dire que là où les cotisants payent 100, en moyenne, ils ne reçoivent que 73. C'est quand même un indicateur en termes de compétitivité et d'attractivité tarifaire qui est essentiel. Voilà. Je m'arrête là. Ben, merci de ta dernière remarque, Jean-Claude. Effectivement, ce qui me paraissait pour moi naturel, il vaut mieux le dire aux gens. Effectivement, globalement, qui paye les frais de gestion? Il faut pas avoir, il n'y a pas de secret. Ce sont les adhérents. Et payer 12% des cotisations ou payer 27%, il y a franchement une différence. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que les frais de gestion. Il y a quand même à avoir en tête que nous sommes une mutuelle qui avons des valeurs de solidarité fortes, hein, et réelles, que ce ne soit pas que du discours. Et nous cherchons un futur à long terme pour tous nos adhérents et tous ceux qui voudront bien nous rejoindre. Voilà. C'est une vision long terme que nous cherchons, et plutôt que, je dirais, mourir à petit feu. Voilà. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, toujours la même chose, s'il y a la moindre question, vous pouvez continuer à nous les poser. Nous y répondrons le plus rapidement possible. Et puis, merci d'adhérer au projet et de voter en ce sens-là. Vous avez 14 jours pour remplir votre devoir. Voilà. Merci. Et merci Gilles, merci Jean-Claude et merci naturellement Séverine. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.